c'est un petit chat que j'ai adopté en Kabylie, sur la côte nord de l'Algérie, dans un tout petit port de pêche où il y avait pas mal de chats errants. Et dont lui qui était tout petit, trop mignon, et je lui ai dit, oh, si t'es encore là quand je reviens, d'ici 2-3 heures, je t'adopte. Grande navigatrice, elle était aussi très proche des animaux. Hommage à Florence Artaud dans cette émission. Devenu le symbole des Keys, un petit coin de paradis à l'extrême sud des États-Unis, le pélican brun est aujourd'hui menacé. Deux femmes, Kelly et Maya, tentent de le protéger. Je vois un pélican qui a un problème, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est à cause d'une ligne de pêche, d'un hameçon, ou s'il y a quelque chose de coincé dans son bec. Notre rubrique décryptage nous emmène dans les coulisses de la douane, où nous avons suivi le stage de perfectionnement des chiens anti-stupéfiants. Bon, ce matin, un tapis à bagages, ok. Donc faites attention, c'est des produits assez difficiles à trouver. Donc si jamais vous voyez que le chien il fait un crochet, vous insistez, hein, d'accord? Vous le remettez, vous ne le laissez pas décrocher, il ne faut pas lui laisser le doute. Et tout de suite, rencontre avec Jean-Jean. Cet artisan boulanger a réussi à concilier l'amour de son métier à celui des chevaux. À 58 ans, Jean Revel a décidé de changer de vie. Allez ma fille, regarde ça le jour qui se lève, c'est beau. Hein? Allez. Cet ancien restaurateur arpente désormais les marchés de sa région au rythme de sa jument pour y vendre son pain fabriqué à l'ancienne. C'est pas commun, faut oser le faire. C'est bien. Mais c'est bien, une ouais, belle initiative. Tout à fait, merci beaucoup. Tout à votre honneur. Comme on dit, merci papa. Effronté. Allez Fifi, un petit peu de soin. Oh Fifi, la Fifi. Ça, tu as bien travaillé. Hein? Allez. Ça c'est Fleur. Ça c'est le cob normand. Voilà, la cob normand, c'est une fille. J'ai que des filles, moi. J'ai toujours des maîtresses, donc je préfère que des filles. Et ça, c'est Orchidée, le postier breton. Et ma belle, et ma Fifi à moi. Oui, ma Fifi, oui, t'es belle. Oui, t'es belle. Demain, on va marcher. Hein, c'est toi qui travailles demain. Un jour chacun. Hein, comme ça, c'est bien. Il n'y a pas de jaloux comme ça. C'est dans ce vieux fournil, chauffé au feu de bois, que Jean-Jean et son associé cuisent chaque soir le pain du lendemain. La recette de leur succès ? Farine bio, levain naturel et cuisson traditionnelle. J'avais envie de changer de la restauration parce que ça me stressait, ça m'énervait. Et j'avais envie de refaire autre chose que j'avais toujours rêvé de faire avec un cheval. Pourquoi le pain pour un cheval? Parce que tous les deux sont des vieux métiers. Et donc, dans le temps, les gens, quand ils faisaient leur tournée, ben, ils prenaient un cheval. Alors je dis pourquoi que moi, je ne me remettrais pas, comme à l'époque, à remettre un cheval. Vu que maintenant on pollue tout le monde pollue n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi, moi je ne fais pas n'importe quoi. 58 ans à faire une formation, c'est vrai que c'est pas forcément évident. En moyenne, on fait 130 kg de pain par jour. Il faut bouger la pâte, il faut la mettre au four, il faut la sortir. Donc, quand on est jeune, c'est déjà pas toujours évident. Mais alors, quand on a un certain âge, ça l'est moins. Puis, il faut avoir la santé tous les jours, quoi, parce que c'est tous les jours qu'on fait ça. Donc, c'est sûr qu'il faut être vraiment courageux pour faire ce genre de choses. Et être un peu fou aussi. Hein. Voilà. 6 heures du matin. Après seulement 4 heures de sommeil, Jean harnache Fleur avant de prendre la route. Tu vas devenir une star après tu vas filmer une caméra. Voilà. Elle a été élevée dans la région. Et puis ensuite, elle a été revendue. Et elle a fini dans des petits mains de gens du voyage. Et ces gens-là l'ont un petit peu maltraitée. Donc elle avait perdu le sens du travail. Alors il a fallu que je m'habitue avec. Maintenant elle est beaucoup plus docile. Elle connaît son petit papa. Oui ma belle, oui. Oui ma belle. Ce matin on va au marché de Gavray. C'est à peu près à une vingtaine de kilomètres d'ici. Vous allez mettre combien de temps pour y aller? Alors ça dépend de la jument, comment qu'elle se comporte. Mais en règle générale, entre 1h30 et 2 heures. Voilà. Allez, comptez. Ah, il me coûte du sommeil, il me coûte du temps, mais quelle passion, quel bonheur avec cette bête. C'est pas une voiture, ça. On lui parle. Allez, 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 allez. Et même si tu dors, ben t'amènes. Là.
Trotte, trotte, ma jument, tu as des ailes. Cours, cours dans le vent, oui, la vie est belle. Nous allons à Gabré vendre notre petit pain. Regarde le jour qui se lève comme c'est joli. Ils sont tous au lit à cette heure-ci. Il n'y a que nous qui voit des belles choses comme ça. Le plaisir, c'est d'être en osmose avec son cheval, de faire un métier que tu aimes, et on amène le pain à cheval, comme à l'époque. Parce que ça, c'est un peu à l'ancienne, donc ça mérite le support du cheval. C'est pas dangereux, c'est seulement qu'il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention à la jument, qu'elle fasse pas d'écart, quand une voiture te croise, les camions, les tracteurs, ben c'est tout. Elle est habituée au trajet, il n'y a rien qui la gêne. Allez mon Hugo, allez, oh, c'est beau ça. Oh que t'es beau là, t'es beau là. Allez Hugo, c'est beau hein. Et que t'es beau, ah oui mon pote. Allez, c'est fragile ça. Faut toujours protéger le dos. 6 jours sur 7, le boulanger se plie au même rituel. En un tour de main, sa boutique ambulante est montée et ses produits mis en valeur. Voilà. Tu vas l'avoir la carotte, oui. Oui, tu vas l'avoir la carotte. Monsieur, bonjour. Chef, va bien, chef? Madame, monsieur va bien, madame va bien, je dis. Toujours fidèle au poste? Toujours fidèle au poste. On prendrait bien le... 2 livres, celui-là coupé en 2, ça fait 700 grammes. C'est pas celui-là peut-être? Ah, il est de quel point? Les gens sont plus joviales, les gens sont plus, s'approchent davantage, discutent davantage, posent des questions, c'est quoi comme race, Nani, Gna. Ça crée un lien, ça crée un discours. Quoi. Un cheval, ça s'ennuie quand c'est tout seul. Que les miens ne s'ennuient pas parce qu'on passe 30% de la journée ensemble ou 40%. Les petites gamines viennent caresser le cheval et puis maman elle achète un petit pain. Comme ça c'est bien. Non mais puis en plus ça me plaît et puis c'est original quoi. Ça sort de l'ordinaire, je suis le seul, vous êtes en France à faire ça. Ah, là l'équipage qui s'en va. Dans la région, l'artisan a fait quelques émules. Des jeunes pour qui la découverte de l'attelage et des chevaux de trait s'est imposée comme une révélation. Ils ont même créé leur association. Tu veux pas une carotte toi? Tiens, chez Jean, il y a toujours les carottes. Je me baladais sur un marché, donc c'était à Saint-Martin-de-Bréal, et on a aperçu donc la calèche de Jean-Jean avec sa jument. Et là, il m'a gentiment proposé, au fil de la discussion, de prendre des guides pour amener la jument chez lui. Et je suis tombé amoureux de l'attelage ce jour-là. Et de là, j'ai eu vraiment l'idée de créer l'association. Avec quel but? Le but de faire découvrir le cheval de trait sous ses différentes facettes, c'est-à-dire que ce soit de la balade, donc du loisir, de l'accompagnement de cérémonie, mais également aussi tout ce qui est travaux agricoles, enfin tout ce que le cheval de trait est capable de faire. Super. Pas tomber. Merci madame. L'association Les Très Sympas ne manque d'ailleurs pas d'idées. Elle cherche aujourd'hui à promouvoir la réalisation de petits travaux agricoles comme l'arrosage, l'épandage d'engrais et de fumier ou le ramassage des ordures ménagères. C'est des chevaux déjà qui sont froids dans leur tête, surtout en ville. On leur demande d'être calme, on leur demande d'être patient. Et ça va pas 25 km/h comme un tracteur. Ça va beaucoup moins vite, mais le contact est complètement différent. Puis bon, c'est quand même moins polluant qu'un tracteur. Moi, je vois des choses vraiment différemment depuis que j'attelle. Ça redevient un mode de vie, pour moi en tout cas. Du coup, quand on s'en met à l'attelage, on prend le temps vraiment de redécouvrir ce qu'on ne peut pas forcément voir en voiture, par exemple. Fort de son expérience, notre boulanger est lui aussi convaincu que vivre au rythme des sabots est la solution anti-stress. On va pouvoir acheter un sac. Hein? Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères, ça c'est passagère. Tout ça, ça se rangera. Moi, j'ai pas un caractère à en faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Tout ça, ça se rangera. Oui, monsieur. C'est ici, à La Rochelle, que l'École nationale des brigades de douane forme chaque année une trentaine de nouveaux chiens de recherche de stupéfiants. Des chiens et bien sûr leur maître.
Quelques novices, mais surtout des professionnels expérimentés, dont le précédent compagnon a pris une retraite bien méritée. Partout en France, ils mènent ensemble la vie dure aux trafiquants. L'an dernier, la douane a réussi à intercepter plus de 500 millions d'euros de produits stupéfiants. Certains agents ont souhaité préserver leur anonymat, tandis que d'autres ont accepté de partager avec nous 48 heures de cette formation intensive dont ils entament ici les 2 dernières semaines. C'est à l'aube que nous avons rencontré Séverine, Stéphanie et Alexandre. Depuis 9 mois, ces 3 agents ont pris en main Irish, Hibou et Indique, de jeunes labradors voués à devenir les terreurs des dealers. Et pour Séverine, qui forme ici son premier chien, ces promenades aux aurores font partie des nouvelles habitudes liées au métier. Ah bah de toute façon, il faut que le chien il arrive opérationnel sur le service, donc oui. On prévoit le lever plus tôt, il faut que le chien ait le temps de manger, de digérer, la promenade, pour les besoins quotidiens, et puis après ça part en service. Donc oui, il y aura toujours un laps de temps avant et après le service à gérer. Le propriétaire, c'est la douane, sauf que nous, on en a l'entière responsabilité et ça fait partie du boulot. Si on accepte d'être maître chien, tu acceptes de sortir ton chien et de t'en occuper. Bon, donc faut être lève-tôt, quoi. Oui, généralement, ils font pas la grasse matinée, hein, ils attendent pas 10 heures pour se lever. Hein. C'est de bonne heure. Ces jeunes chiens ont déjà suivi un stage de 3 mois au cours duquel ils ont appris à détecter les drogues d'origine naturelle, comme le cannabis ou l'opium. Six mois plus tard, de retour à l'école, ils ont 4 semaines pour se perfectionner et mémoriser toutes les drogues de synthèse. Héroïne, cocaïne, crack ou encore ecstasy. Disons qu'en 3 mois, on lui a appris le cannabis, et maintenant, en 1 mois, on va lui mettre 5 odeurs supplémentaires. Donc le chien, il va se dire, ouais, super, je peux marquer tout ce que je veux, quoi. Donc pendant les exercices, mais n'hésitez pas à mettre des odeurs voilà, qui sentent fort, saucisson, plumes de pain, gibier, poisson de fumée, tout ce que vous voulez. Et puis le chien, vous le provoquez dessus, qu'est-ce qu'il y a? Au moment où il gratte, il dit, non, cherche! Et derrière, vous aurez mis un imprégné avec de la drogue, et puis le chien, ouais, vous le récompensez. Lui faire comprendre que certaines odeurs, il n'a pas droit, et d'autres, il a droit. Donc aujourd'hui, on leur fait sentir de l'ecstasy. Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord, on ouvre le bocal. Ça risque rien, c'est étrange, bon, ça laisse passer l'odeur, mais il n'y a pas de produit. Hein. On lui met le bocal sous le nez, le maître est derrière, dit, ouais, c'est bien, son Jésus, il excite bien, quoi. On fait ça 2-3 fois, et aussitôt après, on met le produit derrière un carton. On fait passer le chien il perçoit l'odeur, il va, il gratte le carton et le maître derrière récompense en lui sortant la poupée. Ce qui fait que le chien il se dit tiens quand je retrouve l'odeur qu'il m'a présentée, ah, il y a la poupée qui sort, c'est magique, voilà. Donc c'est pour ça. Le chien lui il cherche, c'est pas la drogue, il s'en fout. Lui il cherche sa poupée, voilà c'est tout. Et pendant toute la période d'apprentissage, les maîtres doivent surjouer les phases de jeu. Des cris, des caresses et beaucoup d'excitation. C'est bien vrai. C'est sa récompense, voilà, il a bien bossé, donc c'est normal pour lui donner l'envie la prochaine fois de le refaire et de le refaire et de le refaire. C'est le conditionnement. Tu trouves, c'est génial, on s'éclate après. Toute la matinée, les stagiaires vont renforcer la mémorisation de nouvelles odeurs grâce à des exercices simples, mais la technique doit être parfaitement maîtrisée. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-le. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ça commence là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, le chien, c'est très bien, ça arrive. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle, nous, le pire. Perception, interprétation et réaction. Le chien, il passe, c'est très très vite devant les objets. Il coupe l'odeur, perception. Oh, il fait ce qu'on appelle le crochet. Et là, le maître, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Réaction. Ah, mais c'est mon odeur, c'est ma poupée. Là, il faut reculer un petit peu pour laisser l'opportunité au chien de se déplacer et d'affiner sa recherche, quoi. Tous ceux qui ont fait plusieurs chiens, vous repartez de 0. Voilà, c'est un nouveau chien, des nouvelles réactions, un nouveau comportement. L'inconvénient, c'est d'avoir eu un chien. Et l'avantage, c'est d'avoir déjà eu une expérience. Moi, j'avais un chien qui était très calme, qui était très posé, qui faisait les choses méthodiquement, etc. Même jeune,
Et lui, il est beaucoup plus dispersé. On arrive à le canaliser là petit à petit. Il commence à mûrir, mais il y a encore du travail. Après, c'est à nous de nous remettre en question, d'essayer de s'adapter au chien. Après, le chien, il faut lui donner sa chance à un moment donné. De retour dans sa brigade, Indique devra d'ailleurs, comme tous les autres chiens, retravailler régulièrement ses exercices. C'est comme un athlète de haut niveau. Dès qu'il a arrêté de s'entraîner, la performance baisse. Les chiens, c'est exactement pareil. Là, les chiens, là, actuellement, ils ont 18-20 mois maximum. Et nous, on dit qu'ils sont au top à 3 ans. À ce stade, les chiens ont mémorisé l'ensemble des drogues de synthèse. Les formateurs vont à présent les placer dans des situations proches du réel, comme cette visite domiciliaire. En jargon douanier, il s'agit d'une perquisition au domicile de supposés trafiquants. Cours pas, déplacement fluide. Tu peux le passer partout, il n'y a rien. Non. Ah, tu cherches. Alors sur une visite domiciliaire, la grosse difficulté généralement c'est que il y a de la vie dans une maison, c'est une maison qui est chaude, il y a vraiment beaucoup d'odeurs parasites, quoi. Il peut y avoir de la nourriture qui peut intéresser les chiens de toute façon, puis surtout voilà les animaux, bon. Ça peut perturber le chien. Qu'est-ce qu'il y a là, Nico? Qu'est-ce qu'il y a, Andy? Alors qu'est-ce qu'il y a là? Tu le grattes? Gratte. Pour déjouer ces odeurs parasites, le binôme va devoir associer une recherche en libre, où le chien travaille de manière autonome, à une recherche dite systématique, lors de laquelle le maître tente de l'aider en lui désignant des zones de recherche précises. Continue, déplace-toi vers moi, en déplacement. Une méthode qu'Irish n'intègre pas encore. Irish, reviens. Pour l'instant, il persiste de lui-même à chercher tout seul. Mais voilà, des exercices comme celui qu'on vient de faire, en l'aidant et hop, il trouve, voilà, ça commence à cogiter, donc on verra les effets demain, la semaine prochaine, le mois prochain et au fur et à mesure. Mais il est plus précis lors de ses recherches, ça commence à se voir doucement. Et de la précision, il en faut. Car l'imagination des trafiquants semble n'avoir aucune limite. Dans cet atelier de maintenance où les stagiaires continuent de s'entraîner, quelques prises de guerre sont là pour en témoigner. Cette voiture de collection, par exemple, dont la double paroi était remplie de drogue. Ou encore ce réservoir bricolé. C'est un réservoir de camion. Vous voyez, c'était bien trafiqué. Cette partie ici, c'est cloisonné là, ici là. Mais là, il y avait du carburant. Puis tout le reste, c'était de la drogue, du cannabis. Voilà. Là, il y avait des cartons aussi ici devant, bien sûr. Hein. Une planche dessus avec d'autres cartons. Et puis à l'intérieur, du cannabis, des cigarettes. Enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Hein. Dans un camion, au milieu d'autres palettes du même genre, ça passe inaperçu, quoi. Donc là, par contre, là, les chiens, c'est vraiment efficace pour ça. Hein. Après, on est surpris à chaque fois, quoi. C'est l'intérêt de notre travail, quoi. Ouais, c'est bien. Vous avez de tout, vous avez des faux planchers, vous avez les pare-chocs des véhicules qui sont chargés, c'est le plafonnier, c'est la boîte à gants, c'est l'autoradio, enfin vous avez des caches innombrables. Et bien avec donc mon vieux chien, Vegas, on a pu faire déjà 1 kilo de cocaïne dans une roue de secours. On avait fait 6 kilos d'héroïne aussi dans un coffre de voiture. On avait 200 kilos de résine dans un bus. 3 kilos dans des babouches, dans des semelles de babouches. Plein. Un vrai régal. Et avec Hibou, ça a commencé? Alors Hibou, pour l'instant, on n'a fait que des petites quantités, mais on espère en faire des grosses. On a 10 ans pour le faire. Est-ce qu'il y a un boubou là? Est-ce qu'il y a mon boubou là? Allez boubou, le oui, c'est bien ça, oui, ça c'est bien. L'administration douanière est le seul corps d'État à confier ses chiens de travail 24 heures sur 24 à leur maître. C'est en partie pour cette raison que la douane a sélectionné le Labrador, excellent chien de recherche, très sociable et au physique rassurant pour le public. Pour nos 3 agents, cette possibilité d'avoir leur partenaire à domicile a été déterminante dans leur choix de carrière. Ah, c'est impressionnant. Regarde là-bas. Là-bas, il y a déjà plus d'eau.
Moi, ça a été primordial. J'aurais pas pu avoir un chien, le prendre le matin pour le service et le ramener au chenil le soir. Voilà, je pense que la relation fait beaucoup dans le travail avec le chien. On peut pas lire un chien qu'on connaît pas à 2000%. C'est du vivant qui se rencontre, quoi. Il faut une émulation. Il y a des affaires qui se font sur des détails, sur rien du tout. Et il faut beaucoup donner pour recevoir, c'est tout en fait, hein, tout simplement. Hein. L'engagement des maîtres chiens en douane est donc total. Mais la présence permanente de leurs partenaires dans leur vie privée nécessite une certaine organisation. C'est des aménagements parce qu'il est là, voilà, on part en vacances, on va choisir un endroit où il va pouvoir gambader, où il va avoir sa place, où il aura l'autorisation d'être présent. C'est un chien de travail à qui il faut malgré tout des plages de repos. On ne va pas aller 4 heures en forêt la veille alors que le lendemain, il se tape un service de 8 heures, 9 heures dans un train à faire des véhicules sur un péage. Donc voilà, faut en prendre conscience. Et pour la plupart des agents, c'est même avec 2 chiens qu'il faut composer. Car si Alexandre vient de perdre son premier partenaire, Stéphanie, elle, doit faire cohabiter Hibou avec Vegas, âgé de 10 ans, à présent retraité. Les débuts furent laborieux parce que le Vegas est un chien caractériel. Et maintenant avec Hibou qui est justement lui par contre un chien très sociable, tout se passe bien, c'est des grandes parties de jeu ensemble, c'est partager le même panier. Je sais pas ce qu'ils se racontent dans leur panier arrivé le soir, mais j'espère que Vegas aura transmis à Hibou sa façon de faire. Le lendemain matin, la journée démarre dans la salle de soins du centre cynophile. Doucement. En début de stage, tous les agents ont reçu une formation vétérinaire qui leur permet de soigner les petits bobos du quotidien. Et c'est avec beaucoup d'attention que chacun surveille la santé de son animal, car au moindre accroc, c'est tout le binôme qui déraille. Et aujourd'hui, pas question de flancher. Il reste encore beaucoup de travail pour ancrer définitivement toutes les drogues dures dans la mémoire olfactive des chiens. Bon, ce matin, tapis à bagages, ok. Donc faites attention, c'est des produits assez difficiles à trouver. Donc si jamais vous voyez que le chien il fait un crochet, vous insistez, hein, d'accord? Vous le remettez, vous ne le laissez pas décrocher, il ne faut pas lui laisser le doute. Allez, on y va, banzai. C'est bien, continue. Allez, reviens. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu grattes? Tu grattes? Avec tes gratte, ouais! C'est bien, bonhomme! Le tapis, c'est jamais évident, c'est un exercice super technique. Il n'y a qu'une chance, la balise, elle passe qu'une fois, avant que les voyageurs les récupèrent. Donc si le chien rate, bah c'est raté. Donc c'est pour ça que c'est encore plus technique. L'aéroport, c'est vraiment l'international, c'est la cocaïne, par exemple, ben, ça vient de l'étranger, donc ils sont en première ligne, quoi, les gens qui sont sur les tapis à bagages, c'est la première ligne. Ouais, c'est très important pour nous de former des chiens sur ce vecteur-là. On continue, c'est bien ça. Pour un Dick, qui a pourtant un très bon nez, il faudra 3 jours de tapis avant de réussir à désigner le bagage bleu. Preuve qu'un environnement déstabilisant peut impacter les résultats du chien. Trop tard les pressions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là du coup? Qu'est-ce qu'il y a un Dick là? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu le grattes? Au bout de 100, 200 tapis, 300 tapis, oui, après ça devient un automatisme. Lui, bon, faut être honnête, je le travaille pas. C'est pas mon domaine, c'est pas le domaine sur lequel je travaille tous les jours, quoi. Hein? Mais du coup, mais c'est pas grave ça. Ils travaillent sur des zones de ferry, d'embarquement de bateaux, des choses comme ça, il n'y a pas de tapis à bagages là-bas. Mais quand même, en tant qu'exercice, c'est très intéressant. Voilà ce qu'ils ont trouvé en fait, là-dedans il y a 100 grammes de cocaïne. À l'issue du stage, Hibou, Irish et Indic ont tous obtenu la validation qui leur permet d'être opérationnels sur le terrain. Ils peuvent désormais rejoindre les 230 chiens qui mettent chaque jour leur flair et leur envie de jouer au service des douanes. Aujourd'hui, c'est grand nettoyage de printemps.
Quoi de neuf, docteur? Eh bien, ça baigne. Les animaux se la coulent douce dans la mousse. Et les poils n'ont pas le monopole du bain. Ce petit hérisson se met en boule pour avoir des piques toutes propres. Eux veulent avoir des écailles qui brillent. Ah oui, c'est bon. Allez hop, passe-moi l'éponge. Rien de tel que les thermes pour se prélasser. Et ça, les plus gros de tous les rongeurs, les capybaras, l'ont bien compris. Pour eux, le bain c'est un vrai jeu, même s'il faut franchir l'obstacle. En voici un qui ne veut pas se mouiller. Oh, mais alors pas du tout. À chacun sa technique pour ne pas y aller. Il y a celui qui fait le mort. Ah non, tout sauf le bain. Ceux qui jouent les méchants. Allez, allez, viens à la douche. Allez, bouge-toi. Carter. Ou les équilibristes. Pas question que je mette une patte dans l'eau. Et je peux tenir longtemps comme ça. Mais de gré ou de force, on finit toujours par y aller. Alors Adeline, tu viens? Viens mon titi. Oui. Zoom sur un sauvetage plein de panache. T'es mignon, hein? Celui d'Alvin, un jeune écureuil européen à qui Julie a littéralement sauvé la vie. Allez, tu joues? Allez, mon grand. Allez, fais un bisou. Tu me fais un bisou? Oh, tu es mignon. C'est un membre de la famille, c'est... quand on me demande de mes nouvelles, c'est comment il va, Alvin aussi, et c'est vrai que il est tout le temps avec moi, quoi. Maintenant, c'est une relation assez forte, quoi. Une belle relation qui dure depuis que Julie a découvert Alvin dans son jardin il y a 2 ans. Donc c'est ici que j'ai trouvé Alvin. J'ai été attirée par ces petits cris qui poussaient. Il était accroché donc à des plants de tomates qu'il y avait à l'époque. Là, il était tout simplement apeuré. Il devait certainement essayer d'appeler ses parents ou quelqu'un pour venir de le chercher. Donc on ne sait pas d'où il est tombé exactement. Si c'est un oiseau simplement qui l'avait dans ses pattes et qui voulait après en faire sa proie, on ne sait pas trop en fait. Seule certitude, il était très jeune, pas plus d'1 semaine. Une plume d'une 30aine de grammes. Au tout début, comme il n'avait pas encore les dents du haut, il avait que des dents du bas, il a fallu que je le nourrisse les premiers temps au biberon. Dès qu'il a commencé un peu à manger du solide, on est passé aux fruits secs, pour l'habituer aussi à manger autre chose. Alors là, il a des pâtes crues parce qu'il aime bien ça de temps en temps. Sinon, après, il se nourrit de fruits secs, donc tout ce qui est banane. Et là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il mangeait également les pissenlits. Donc voilà, et il boit beaucoup de jus d'orange aussi. Tiens, Alvin, comme il aime bien boire ça, ça lui fait encore des vitamines en plus, donc là, la journée, il est en forme. Il y est principalement quand moi je suis pas là, donc pour éviter qu'il ronge tout ce qui est câble, fil électrique, etc. Donc il se blesse principalement. Et sinon, dès que je suis à la maison, il est avec moi, donc sur le canapé, dans ma chambre, dans la cuisine, quand on mange, tout le temps, quoi. Mais il aime bien de temps en temps s'y retrouver dans sa cage pour aller manger, pour dormir, pour jouer aussi. Bon, viens, lui, on va y travailler un peu. Allez, viens, on va travailler. Alors c'est très dur, on va dire, pour se concentrer parce qu'il faut le surveiller en même temps.
parce que quand je fais autre chose, il va m'arracher les touches de l'ordinateur pour que je m'occupe de lui. Il va fouiller dans ma trousse pour prendre mes stylos, pour jouer avec, et puis que je lui cours un peu après pour que je rattrape mes stylos, quoi. Il veut pas rester, il a peur. Viens voir, viens me voir. T'es un peu apeuré. Ouais, il a un petit peu peur. Voilà, viens. Allez, on va te faire un petit examen. Un petit examen. On va regarder ses poils sur les flancs, justement, pour voir. Je vais le tenir, hein. Je pense que ce sera le mieux. Ouais, c'est peut-être le mieux. Bon, mais tu sais, tu t'en occupes bien, donc je pense qu'il ne doit pas avoir de problème particulier. Hein. Et puis, vu qu'il a quand même une vie à l'intérieur, il sait pas ce que c'est qu'un autre écureuil, peut-être. Alors, il a oublié ça. Ouais. Mais c'est le premier qui reste aussi longtemps avec quelqu'un. Ah oui? Si tu l'avais eu quelques semaines plus tard, peut-être que tout aurait été très différent, parce qu'il n'aurait pas pu s'imprégner aussi facilement de la nature humaine. Ouais, je pense. Et donc, il serait resté peut-être beaucoup plus sauvage que ça. Ouais, c'est possible. Donc, peut-être que sur quelques semaines, ça a fait la différence. Et que c'est ton Alvin parce qu'il est arrivé juste pile au bon âge. Et voilà, le petit Alvin et sa maman. Tu me fais un bisou, Alvin? Ah, il comprend ça? Ouais. Tu me fais un bisou? Je pense que c'est un écureuil vraiment qui est en bonne santé, qui mange bien, qui mange équilibré, varié. La vie, finalement, à l'intérieur a l'air de lui convenir très très bien. Il cherche sans doute même pas à connaître autre chose, donc il est vraiment... c'est un écureuil de cocooning, je dirais. Et puis on sent bien qu'il se passe quelque chose entre les deux, ça c'est sûr. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait à reprocher à Julie d'avoir cet animal chez elle. Ça enrichit la relation des deux, et puis il aurait sans doute été... où il aurait subi un sort beaucoup plus grave si Julie ne l'avait pas récupéré. Il serait sans doute mort à l'heure qu'il est. Donc entre mourir tout petit, abandonné dans la nature, et se retrouver chez Julie avec quelqu'un qui s'en occupe, je pense que la deuxième option est bien meilleure. Pour Julie, son jeune écureuil reste le placement tendresse le plus sûr. Pour notre rubrique Autour du monde, nous ferons escale en Floride. Dans l'archipel des Keys, les pélicans bruns sont chaque jour victimes de l'activité humaine. Dans nos maisons, les dangers qui menacent nos amis sont nombreux. Tous les conseils pour assurer leur sécurité dans quelques instants. La navigatrice Florence Artaud, récemment disparue, était une grande amie des animaux. 30 millions d'amis lui rendent hommage. C'est à Marseille que la petite fiancée de l'Atlantique avait jeté l'ancre il y a une quinzaine d'années. Entre deux courses, elle nous avait accueillis sur son voilier et nous avait présenté son tout nouveau compagnon, un beau rouquin rencontré sur l'autre rive de la Méditerranée. C'est un petit chat que j'ai adopté en Kabylie, sur la côte nord de l'Algérie, dans un tout petit port de pêche où il y avait pas mal de chats errants. Et dont lui qui était tout petit, trop mignon, et je lui ai dit, oh, si t'es encore là quand je reviens, d'ici 2-3 heures, je t'adopte. Et il était tout sale, tout maigre, donc j'ai donné une bonne petite douche. Je lui ai fait une petite gamelle, une boîte de sardines, un peu d'eau, un peu de parfum. Et hop, il avait déjà changé de visage. Et après, il est parti naviguer avec moi. Et il s'appelle Bilka, ce qui veut dire Kabyle en verlan. Et Bilka a la patte marine. Un chat qui aime l'eau, c'est plutôt rare. Donc au début, j'ai essayé de lui apprendre son nom. Ça a pris 2-3 jours. Et après, je me suis dit, il faut que je lui apprenne le nom, N-O-N. Quand le bateau bouge beaucoup, une fois, il a fait un roulé-boulé, il a failli tomber à l'eau. Et en fait, j'avais toujours peur que le chat tombe à l'eau, puis finalement, c'est moi qui suis tombé à l'eau. En effet, en octobre 2011, alors qu'elle voguait avec Bilka, la pourtant très chevronnée navigatrice est tombée à l'eau. J'ai réussi à enlever mes bottes, tout ce qui m'empêchait de flotter, le ciré, tout ça. Et j'ai vu que mon téléphone marchait toujours. J'ai réussi à appeler ma mère, qui a réveillé mon petit frère, qui a déclenché les secours. Et là, je me suis dit, bon, bah là, j'avais de l'espoir, tout en n'étant pas sûr qu'il me retrouve, d'une part, et que s'il me retrouvait, il fallait qu'il fasse vite parce que je n'allais pas tenir longtemps. Après plusieurs heures, Florence avait enfin pu être secourue. Il était là, il est resté tout seul à bord pendant presque de 11 h du soir à 5 h de l'après-midi le lendemain. Quand je l'ai récupéré, il était complètement effrayé. Je l'entendais miauler de super loin. Et après, il ne m'a pas quitté d'une semelle.
Dès que je m'éloignais de 50 cm, il se collait à moi en ronronnant. Un épisode rendu moins difficile par la présence réconfortante du chaton. Il est attachant parce qu'il est très proche de l'être humain. Comme il est tout le temps avec moi. Puis je l'ai emmené partout, en métro, en bus, en bateau. Il a pris le ferry, il a pris l'avion, il a fait de la moto-taxi. Là, ce matin, du métro. Voilà, il est habitué à tout. Depuis toute petite, les animaux ont accompagné Florence Artaud. Avec Marie, sa fille, elle nous ouvre leur album souvenir rempli de leurs 30 millions d'amis. C'est en 80. Et à cette époque-là, je naviguais tout le temps. Et là, c'était en pleine traversée de l'Atlantique. Je tricotais un grand pull et jouais avec la colotte. Ça, c'était notre chien qui avait dû faire le con et se faire renverser par une voiture. Un labrador chocolat adorable que Marie, là, quand elle était petite, avait eu pour tes 4 ans. Ouais. Bah, ça a été toute ma vie. Hein. Je l'ai eu à l'âge de 4 ans, donc je crois que mes années précédentes, je m'en souviens même pas. Donc oui, c'était mon compagnon. J'ai pas eu de frère, bah, il était là, quoi. Puis il était très intelligent. J'adorais. Il était vraiment génial. On a toujours eu des animaux. Même mon grand-père, quand j'étais petite, m'avait ramené un canard de Normandie. Ça devait être un canard nain et il était devenu énorme. Enfin, Gédéon, il s'appelait. Puis les chevaux, il y a toujours eu les chevaux aussi. Depuis très longtemps, en tout cas. Oui, la pauvre petite Marie a eu son premier cheval, enfin son double poney à 6 ans. Mon anniversaire de 6 ans. Et depuis, c'est une passion. Voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté. Dans la famille Artaud, on est effectivement cavalière de mère en fille. Et même Bilka a dû s'y faire. Et il en a un peu peur, mais il commence à s'y habituer un peu. J'aimais bien monter à cheval. Là où on était, on finissait dans l'eau pour faire marcher les chevaux dans l'eau, les baigner et tout ça. Et on s'entraînait un peu pour faire des courses d'endurance, donc on partait longtemps. Et moi, ça me décontractait par rapport aux courses. Et c'est un peu le même genre de concentration qu'il faut avoir quand on monte à cheval et quand on barre un bateau. J'aime la mer, mais non, c'est vrai que le bateau, j'ai jamais vraiment accroché. Quand j'étais petite, j'aimais bien partir avec maman. Mais non, ça fait déjà très longtemps que j'en ai pas fait et puis ça m'a jamais vraiment plu plus que ça. Par contre, le cheval... Hein. Le cheval tout de suite. Ça m'a... Pourquoi, je sais pas, mais c'est sûr qu'à choisir entre la mer et la voile, et le cheval, il n'y a pas photo. Je crois que j'ai jamais autant monté à cheval que quand j'étais enceinte de Marie, c'est peut-être pour ça. À la différence de sa maman, Marie ne se sent bien que sur le plancher des vaches, ou plutôt à dos de cheval. Je suis assez contente, je trouve que c'est bien les enfants qui ont des passions différentes. Je préfère, je trouve que c'est son truc, c'est sa vie, puis elle fait pas comme maman bêtement, quoi. Et puis je sais pas si c'est un lien, mais la fille de Tabarly monte à cheval aussi en professionnel. Alors je crois que les marins, nous on fait des cavalières. C'est la deuxième, troisième fois qu'il monte sur le cheval, mais à l'arrêt. Là, on va voir ce que ça donne au pas. Marche un peu, Loulou. Allez, vas-y. Allez. Oh, puis c'est pas idiot. Je crois qu'il est mieux sur un bateau quand même. Mais bon, je crois que les chats ils sont bien là où ils sont près de nous, où ils ont à manger, où ils sont bien, on s'occupe bien d'eux. Là ils voient les choses en hauteur, ça le change.
Bilka, le chat orphelin, avait trouvé en Florence une maîtresse au grand cœur. C'est aussi ça, l'esprit de solidarité des marins. Cette semaine, nous retrouvons notre équipe vétérinaire pour évoquer les dangers qui guettent nos amis. Produits toxiques, brûlures ou risques électriques, c'est parfois au sein même de notre foyer que nos animaux sont en péril. Bonjour, bienvenue à la maison. Le docteur Michon nous reçoit dans la première zone à risque, la cuisine. C'est comme pour les enfants, il faut faire très attention à tout ce qui est source de chaleur. Donc les plaques vitrocéramiques quand elles sont allumées, si le chat monte dessus, il peut se brûler très gravement. Également faire attention aux casseroles d'eau bouillante. Si jamais le chat est dans nos jambes et qu'on trébuche avec lui, on peut lui renverser la casserole dessus. Faire attention également au four quand la paroi du four est chaude. Il faut toujours garder un œil sur ces animaux. En particulier les chats, dont les cachettes peuvent être dangereuses. Avant de mettre une machine à tourner, il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas un chat qui soit allé se mettre dans le linge pour aller faire une sieste. Et lorsqu'ils ne dorment pas, ils jouent. Il faut faire attention avec les fils électriques, ne pas donner l'habitude aux chats de jouer avec, puisque quand ils sont branchés, ils vont continuer à jouer avec et potentiellement s'électrocuter. Après les avertissements sur les équipements de la maison, c'est au docteur Leclerc d'entrer en scène pour nous mettre en garde contre les produits dangereux. Tous les produits ménagers d'entretien qu'on trouve dans une maison, de toute façon, doivent être enfermés dans un placard. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit pour les animaux, pour les enfants, etc. Il ne faut pas du tout qu'il puisse y avoir accès. Maintenant, dans leur utilisation, il faut faire également attention. Un des gestes du quotidien consiste à nettoyer son plan de travail avec un produit à pulvériser. Comme ceci, alors tout va bien, on ne se pose aucune question. Si on n'essuie pas correctement le produit, eh bien on va en laisser une quantité suffisante qui va faire prendre un risque au chat, puisque s'il se couche dessus, il va s'en coller sur les poils et lorsqu'il va se lécher, il va l'ingérer. Moralité, tous ces produits, s'ils ne sont pas bien essuyés, c'est poubelle. Problème, certains sacs poubelles se ferment avec un fil. Ils vont avoir tendance à jouer avec, ils vont les ingérer, et le fait que ce soit un linéaire, ça ne pourra pas progresser correctement dans le tube digestif. Ça finit par ratatiner le tube digestif comme un accordéon et ça fait fil à couper le beurre sur le tube digestif. Ça provoque des ulcères, une occlusion et la vie de l'animal est vraiment en danger. Il faut opérer d'urgence. Dans la mesure du possible, éviter de laisser traîner les fils de sac poubelle et les pelotes de laine, les ficelles de rôti et tout fil en tout genre. Hey, salut Jean! Oh là là, le chien! Oh, il est content. Au moins, on s'occupe de lui un petit peu aujourd'hui quand même. Il n'y a pas que pour les chats. Non, non, non. Et il y a aussi des dangers pour le chien. Ça, c'est un jeu auquel le chien se prête vraiment très bien. Maintenant, il faut l'éviter parce que le bâton, on va pouvoir le regarder si Jean me le rend, va avoir tendance à s'effriter complètement, à faire des échardes qui pourront rester coincées entre ses dents, qu'elle pourra également ingérer et qui peuvent faire manger. Non, on ne joue pas avec le bâton. Jean, assis. Assis. Ah, ça c'est un pouic-pouic autorisé. Les animaux sont un peu comme les enfants, hein. Ils s'amusent d'un rien, tout ce qu'ils vont pouvoir trouver, ils vont jouer avec. Donc il faut faire attention à ne pas laisser traîner tout et n'importe quoi. Et il faut choisir des jouets dont la taille est adaptée au gabarit du chien. Il ne s'agit pas de faire jouer un chien de 30 kg comme Jean avec un jouet Yorkshire parce que très rapidement elle va soit le dépiauter et en avaler les morceaux, soit l'avaler tout rond et ça peut être un sacré danger parce que ça va pouvoir potentiellement être un corps étranger qui va faire une occlusion. En conclusion, sachez que pour les vétérinaires, les précautions à prendre avec un animal sont les mêmes que pour un enfant de 4 ans. Des plages de sable fin, des eaux turquoises, une végétation luxuriante, un petit bout de paradis à l'extrême sud des États-Unis. La région des Keys, c'est plus de 1700 îlots sauvages. Une beauté connue des touristes du monde entier, mais pas seulement. De longues ailes, un large bec, une facilité à plonger et voler malgré leur taille, les pélicans bruns font partie du décor.
Chaque année, entre septembre et avril, ils se rassemblent ici avant d'entamer leur grande migration vers l'Amérique latine. On en compterait alors plus de 100 000, la plus grande concentration de l'espèce aux États-Unis. Mais il y a 2 ans, les pélicans bruns ont fait leur apparition sur la liste des espèces en danger. Ok, c'est parti. Allons voir comment ils vont aujourd'hui. Kelly Grinter a créé un centre de soins spécialisé dans les pélicans bruns. Sur l'île de Marathon, en plein cœur des Keys, cette Américaine de 47 ans dédie tout son temps à sauver cette espèce. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh, mais il y a vraiment du monde là-dedans. En ce moment, on a 10 pélicans permanents. Il y en a 15 ou 20 en réhabilitation, donc ça fait 35. On en a encore 5 en thérapie, d'autres là-bas. Entre 40 et 50, je dirais, pour le moment. Certains ne retrouveront jamais la liberté, car leurs blessures sont trop graves, comme une aile brisée ou la perte d'un œil. La cause de tous ces maux, l'activité humaine. Pollution au plastique, hameçons ou filets de pêche, Kelly soigne en moyenne 150 pélicans chaque année. Avec l'aide de Shannon, une bénévole de 24 ans, elle gère la santé des patients au jour le jour. Là, vous avez tous les patients dont on s'occupe. Donc on a Biz, par exemple. Comment il se porte, lui? Est-ce qu'il va mieux? Il va très bien. Je pense que c'est lui qui... Ah non, c'est celui qui a encore des bosses sur le corps. Donc on va le garder encore un jour ou 2. Ok. Quand des soins sont nécessaires, Kelly se transforme en vétérinaire. Elle s'est formée seule à soigner cette espèce si spécifique et dispose aujourd'hui d'une petite clinique. Chaque jour, elle contrôle le bilan sanguin de ses pélicans. Comme vous pouvez le voir, il a plein de bonnes veines. Je vais essayer par ici. C'est quelque chose que je dois faire toute seule, car il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent le faire bénévolement. J'ai donc dû apprendre à faire ces prises de sang sur des oiseaux sans aucune aide. Oh, qu'il est lourd, il a dû bien manger celui-là. Il est certainement né l'été dernier. Kelly est également équipée d'un scanner qui lui permet d'identifier les blessures. Ce que nous avons ici, c'est un exemple des pires choses qui peuvent arriver aux pélicans. Cet hameçon n'est pas dans le ventre est ici. Alors pour enlever cet hameçon, il faut une opération chirurgicale. Dans ces cas extrêmement graves, la jeune femme fait alors appel à un chirurgien vétérinaire. Elle conserve ensuite l'objet du délit dans ses bocaux. Une bien triste collection. Piscivore, le pélican brun plonge au fond de l'eau pour se nourrir. Il devient ainsi la victime de pêcheurs étourdis. Sur ces images amateurs, un homme détache le fil qui empêche le pélican de se nourrir. C'est la ligne de pêche. Allez, laissez-le partir. Merci, monsieur, c'était magnifique. L'hameçon peut aussi se prendre dans la jambe, et ça peut être très grave. Parce qu'une fois qu'il est accroché, le pélican développe tout de suite une infection. Si un hameçon est pris dans les ailes, c'est moins grave. Sauf s'il lutte pour s'en défaire. Alors la ligne de pêche va s'enrouler et l'emprisonner un peu plus. Si l'oiseau va près d'un arbre et que la ligne se prend dans les branches, ça peut aussi le tuer parce qu'il va s'étrangler. Pour certains patients de Kelly, le retour à l'état sauvage est impossible. C'est le cas de Betsy, un pélican aveugle dont elle s'occupe depuis 11 ans. Elle a des ailes d'une envergure de plus de 2 mètres. Elle adore les étirer. Un couple d'Américains l'avait vue sur une digue. Quand ils sont rentrés d'un week-end à Miami, elle était toujours là. Alors ils ont fait appel à un volontaire qui est allé la chercher. Mais dès qu'il l'a mise à terre, elle faisait des tours sur elle-même, ce qui prouve qu'elle est aveugle. Elle ne peut pas vivre avec les autres pélicans parce qu'elle leur rentre dedans vu qu'elle se déplace en ressentant les choses. Et ça, c'est inconcevable dans le monde des oiseaux. Ma chérie, t'es prête? Je sais, tu veux pas y retourner.
Les pélicans peuvent vivre jusqu'à 25 ans. Alors pour financer son centre, Kelly bénéficie de la générosité d'une fondation privée, mais également de celle de touristes. Pour 11 €, ces vacanciers peuvent profiter de ce sanctuaire. C'est un endroit où l'on peut passer du temps et admirer les oiseaux qu'on ne verrait pas autrement. Les voir de si près, c'est une chance exceptionnelle. Ah, c'est sûr, on ne les voit jamais comme ça. Oh, regarde celui-là. Oh, je lui ai fait peur. Tu as vu ça? L'affluence des dons permet à ce centre d'exister depuis plus de 15 ans. Mais au cœur des Keys, d'autres mènent le même combat avec de plus faibles moyens. À 50 km de Marathon, l'île de Big Pine Key. C'est sur l'eau que nous retrouvons celle que l'on surnomme la Bird Lady, la femme oiseau. Nous allons aller là-haut sur le pont, parce qu'on doit vérifier l'état de plusieurs pélicans blessés qu'on nous a signalés. Maya est d'origine croate. Ancienne infirmière de bloc opératoire, elle est arrivée aux États-Unis il y a 20 ans. Chaque jour, elle sillonne les Keys pour sauver cette espèce. Je vois un pélican qui a un problème, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est à cause d'une ligne de pêche, d'un hameçon, ou s'il y a quelque chose de coincé dans son bec. L'œil de lynx a repéré un pélican brun en mauvaise posture. Les hameçons des pêcheurs ne sont pas les seuls dangers auxquels ils doivent faire face. Lignes électriques, collisions avec des bateaux ou cordes abandonnées. Selon Maya, la situation empire de jour en jour. Tu veux de l'aide, Maya? Oui, viens, aide-moi. C'est terrible. Attends, passe la tête d'abord, pas les ailes. Il est presque libéré. Regardez la plage. Peu importe qu'on passe notre temps à nettoyer, à désencombrer, c'est toujours pareil. Et regardez cette balle de golf. Si une tortue l'avalait, elle s'étoufferait. Bienvenue au paradis des Keys, l'île de Big Pine. Et voilà la corde. Mais au moins, il est vivant, c'est ce qui importe. Merci, Richard. Pas de problème. Tu veux que je les prenne? Oui, si tu vas à la voiture, Courtney. Quand c'est sec, ça ne pèse pas du tout le même poids. Mouillé, c'est 5 fois plus lourd. C'était autour du cou du pélican, alors imaginez. Ça peut l'étrangler, le tuer. Non, c'est vraiment lourd. Ok, maman va te mettre dans ta petite boîte. Voilà. Sans moyens et sans formation spécifique, Maya ira remettre ce pélican au centre spécialisé. Demain, la Bird Lady reprendra la mer avec la même détermination. Prenez la cage, on va la déposer là-bas. Grâce à l'engagement de Maya et celui de nombreux bénévoles, très souvent l'histoire se termine bien. De retour au centre de Kelly, un pélican s'apprête ce jour-là à retrouver sa liberté devant quelques touristes. Alors lui, il est arrivé il y a tout juste 2 semaines. Il était vraiment en mauvais point. Il avait un hameçon planté à l'intérieur de sa gorge. Il avait une infection aussi. On s'en est chargé, on lui a procuré les soins nécessaires. Et maintenant, il est prêt à retourner dans la nature. Allez, t'es prêt, mon ami? C'est comme ça qu'on aime les voir. Un peu de répit avant d'entamer la grande migration. Grâce à une poignée d'irréductibles, les Keys peuvent continuer de se vanter d'avoir comme symbole le pélican brun. La semaine prochaine, séance de sport avec Patrick et ses 2 border collies, Jake et Fox. Pour cet ancien vice-champion du monde d'agility, la compétition c'est fini. Mais les bons moments avec ses amis, eux, continuent.